Alors, pourquoi ce sujet ce soir? Parce que il est, vous l'avez constaté, un sujet très à la mode en ce moment. Tout ce qui concerne la transmission transgénérationnelle, c'est comme ça qu'on l'exprime. La psychogénéalogie, mais aussi les constellations familiales sont très, très, très demandées depuis quelque temps. Et, et j'avais à cœur d'en parler un peu plus précisément de façon peut-être à ce que ce soit plus clair pour beaucoup de personnes. Alors, je sais qu'ici, il y a beaucoup de thérapeutes qui écoutent. Donc, ce sont déjà des choses que vous connaissez déjà aussi, que vous traversez par vos propres travaux personnels et aussi en accompagnement thérapeutique aussi. Euh, mais peut-être qu'aussi, ce soir, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout la psychogénéalogie ou qui ont entendu peut-être parler de mémoire transgénérationnelle, mais sans vraiment comprendre de quoi, en fait, il s'agit. Puisque j'ai constaté qu'il y avait des confusions sur ce sujet-là. Et voilà, et j'avais envie de vous le partager, de l'expliquer peut-être un peu plus clairement. Et pendant cette heure-là que je vais consacrer à l'explication, peut-être avez-vous voilà, des questions. Bonsoir Diane. Avez-vous des questions, peut-être des cas de figure qui pourraient peut-être être ici expliqués par rapport à cette science-là? Peut-être qu'il y a des explications à donner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de transmission transgénérationnelle a été découvert et développé seulement au XXe siècle. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est finalement très récent. Donc, c'est à peu près un siècle qu'on parlait déjà de la possibilité de transmettre au sein de la famille, donc dans l'arbre de la famille, euh, non pas que les transmissions biologiques, hein, c'est-à-dire la ressemblance physique, les maladies, etc., mais qu'il était peut-être question de transmettre les traumatismes, de transmettre l'histoire, de transmettre les problématiques inconscientes et de les transmettre dans la famille et chez les descendants. Voilà. Alors, c'est Sigmund Freud qui a été le premier à parler en fait de cette possibilité de transmettre les mémoires de la famille. Alors, on va revenir un peu à ce principe-là parce que c'est quand même un des premiers à en parler. Sigmund Freud est un psychanalyste. Donc, en fait, la psychogénéalogie est en fait une branche de la psychanalyse. Parce que dans la psychanalyse, on considère que certaines problématiques psychiques peuvent être transmises par l'histoire familiale. Donc ça, c'est important à le savoir. Donc c'est pas un mouvement qui est venu, euh, on va dire, d'une personne ou en particulier. Ça a été, en fait, c'est un constat qui a été fait par rapport à des études, par rapport à vraiment à des travaux en psychanalyse. Donc, c'est Freud qui, pour, on va dire, d'une façon publique, pour la première fois, en parle. Et en fait, lui, il avait découvert qu'il y aurait comme une âme collective, comme une âme inconsciente collective. Donc là, on ne parle pas que de la famille, hein, on parle en fait, en vérité, de l'humain en général, donc de toute la population humaine, et que l'inconscient n'existerait pas seulement par rapport à un seul individu, mais par rapport à un groupe entier. Voilà. Et que cette conscience inconsciente, du coup collective, se transmet. Il y avait une possibilité de transmission. Voilà. Mais Freud en parle plutôt comme une âme collective, comme un ensemble qui serait où tous les personnages, hein, toutes les personnes seraient en lien et pourraient en fait se transmettre euh, les mémoires. Alors, on ne parle pas encore d'allégeance à ce moment-là, ni de loyauté. Ça, c'est venu par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment Freud qui développe, qui étudie ce principe-là et il constate qu'effectivement, il y a des traumatismes anciens qui ressurgissent plusieurs générations plus tard
sous forme de problématiques psychiques. Parce que c'était vraiment, en fait, l'objet de l'étude de Freud, c'était vraiment l'inconscient, la psyché. Il fait des constatations par rapport aux dates, par rapport à des répétitions de dates et par rapport à des similitudes, parfois, dans les histoires. Voilà. Et c'est comme ça qu'il élabore cette théorie. Et lui va plutôt se concentrer sur les traumatismes vécus dans les familles, les décès, et va étudier en fait par rapport aux décès, aux dates de décès, va étudier en fait s'il n'y a pas des répétitions par rapport à ça et quelles peuvent être finalement les allégeances familiales qui vont se répéter dans l'histoire familiale. Voilà. Par exemple, un handicap qui a été provoqué par accident dans une génération à un tel âge, et bien plusieurs générations plus tard, par allégeance, il peut y avoir un ancêtre, un descendant, qui va peut-être vivre au même moment, au même âge, un accident, voire même un décès. Et ce qu'il y a de fort, c'est que Freud en parle bien, c'est que là où ça a plus de poids et d'impact, c'est que la première histoire, donc ce qui a généré le traumatisme, a été oublié. C'est que la transmission se fait plus fortement quand l'histoire a été oubliée, par force en fait du temps qui est passé, ou peut-être par effet de non-dit, voilà, de ne pas avoir exprimé certaines choses ou de ne pas avoir expliqué certaines choses, eh bien ça va venir renforcer la transmission. Et en fait, en ça, c'est vraiment un point très important pour Freud, c'est-à-dire qu'il y a transmission inconsciente. Il faut bien sûr qu'il y ait un événement, mais aussi que cet événement, ou tout ce qui est annexe à cela, a été oublié. A été oublié, soit parce que beaucoup de temps est passé, donc au fur et à mesure de générations, eh bien, en fait, on a complètement enterré, si on peut dire, l'histoire, ou bien ça n'a jamais été exprimé, parce qu'il y a eu certaines époques où il y avait des tabous sur certains sujets. Voilà. L'inceste, par exemple, certaines maladies, certains handicaps, en fait, ne pouvaient pas être exprimés puisque ça ne se faisait pas. Et en fait, ça cristallisait complètement la mémoire et du coup, il y a vraiment eu un constat que ça ressortait 3, 4 générations plus tard, quand vraiment l'oubli a été complètement posé, eh bien, on s'aperçoit, en constatant des résurgences par des dates, des résurgences par des prénoms aussi, par des événements précis, eh bien, on voit des similitudes, en fait, des résonances avec l'histoire, et on voit bien qu'il y a des transmissions, donc des résurgences chez les ascendants. Donc, c'est vraiment Jung qui a été pionnier dans ces découvertes-là. Alors après, vous savez, Freud a eu un élève très connu, Jung. Jung a développé cette idée-là. Alors, c'est lui qui a été un peu plus rattaché à la psychogénéalogie, puisqu'il en a, on va dire, à préciser un peu plus les lignes. Et il a plus utilisé cette discipline qui commençait à naître, qui a fait naître Freud, et on va dire, l'a améliorée. Voilà, lui, il a plutôt euh, travaillé avec cette psychogénéalogie-là déjà, qui était déjà développée, et a rajouté aussi le principe d'archétype transgénérationnel. Donc, il a vraiment approfondi et mis peut-être un peu plus l'accent, son travail là-dessus. Donc, aussi à partir de Jung, on a eu des choses un peu plus précises. Et c'est là où commençaient à apparaître les notions de loyauté, d'allégeance. Et ça, c'est à peu près en 1913. Alors j'ai noté notamment où Jung, dans son livre, que je ne me trompe pas, dans le livre La psychologie de l'inconscient, c'est ça, en 1913,
où Jung parle en fait de transmission inconsciente familiale, aujourd'hui que nous on appelle transmission transgénérationnelle ou que l'on voit à travers la psychogénéalogie, mais c'est dans ce livre-là qu'il en parle déjà. Donc, vous voyez, ça a même plus d'un siècle déjà. Et il va y avoir 50 ans plus tard, ça aussi, il y a une autre personne à connaître, un psychanalyste hongrois qui a repris aussi ce thème-là, et c'est lui qui va vraiment aussi l'acter plus profondément et qui va aussi développer la notion d'allégeance, la notion de loyauté familiale. C'est Ivan Bozormeni-Nagy en 1973 qui va en fait le développer. Et c'est à partir de là que vraiment tout ce que l'on connaît aujourd'hui de la transmission familiale a été véhiculé. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que, en fait, on a depuis quelques années, on a l'apparition d'une science nouvelle, l'épigénétique, qui étudie aussi la transmission, mais par la biologie, donc par l'ADN, la transmission familiale. Alors, ça, il ne faut pas confondre, en fait. C'est deux choses différentes. L'épigénétique a découvert dans l'ADN qu'il y avait une couche d'informations que la médecine ou la science n'avait pas vraiment étudiée. Et que dans ces couches-là, alors ça concerne le vivant en totalité, nous ne sommes pas les seuls concernés en tant qu'humains, hein, ça parle aussi de la transmission génétique dans la nature, hein, aussi bien chez les animaux, les végétaux, etc. Et dans l'épigénétique, on étudie une couche d'informations qui se transmet de génération en génération. Et il est effectivement possible que dans ces informations véhicule aussi l'histoire du vivant. Alors là, on parle plus d'une notion d'évolution, puisque pour évoluer, une forme vivante a besoin de s'adapter et ces informations d'adaptation pourraient être inscrites dans ces couches-là et pourraient être transmises. Voilà. Alors après, il y a l'épigénétique qui a évolué aussi sur cette notion-là de transmission transgénérationnelle et qu'il y ait une possibilité de transmission aussi de ces informations-là par ce biais-là. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est juste voilà, des études qui sont faites, qui sont réalisées. Et ça, c'est plutôt, l'épigénétique va plutôt étudier le vivant, donc la biologie, l'ADN. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous connaissez peut-être déjà en approche transgénérationnelle à travers la psychogénéalogie, à travers les constellations familiales, on ne va pas, en fait, on ne touche pas l'ADN. Ce qu'explique Jung, Freud et tous les psychanalystes qui se sont concentrés à étudier cela vont parler qu'il existe un inconscient. L'inconscient, c'est comme une énergie, c'est comme une mémoire vivante qui va concerner, là on parle de la famille, donc qui va concerner une famille entière. C'est comme un réservoir de mémoire qui serait transmise, en fait, d'inconscient en inconscient. Donc en psychanalyse, on ne parle pas, en fait, d'une transmission biologique. On parle d'une transmission d'inconscient en inconscient. Comme si cet inconscient avait une forme d'autonomie, comme s'il s'alimentait au fur et à mesure de l'histoire de la famille et que tout, en fait, les événements, tous les petits, tous les grands ou petits traumatismes d'une famille s'inscrivaient quelque part dans cette mémoire collective et étaient en fait récupérées. Et tant qu'elles n'étaient pas libérées, tant qu'elles n'étaient pas comprises, libérées, eh bien, elle continuait son chemin à travers les ancêtres, à travers les descendants et à travers finalement les vécus. Voilà. Il faut bien comprendre que quand on travaille sur la notion de transmission transgénérationnelle, il s'agit d'un inconscient, de l'inconscient de la famille. En fait, finalement, on s'aperçoit que quand on travaille sur son arbre généalogique,
eh bien, notre histoire ne commence pas au moment où on est, au moment où on arrive à la vie. L'histoire a commencé depuis très longtemps dans notre arbre généalogique. Et en fait, notre existence commence déjà plusieurs générations avant nous et se perpétue plusieurs générations aussi après nous. C'est une continuité. On considère que cet inconscient familial, c'est une continuité. Ça raconte quelque chose. Et cet inconscient est alimenté, nourri par les différentes expériences, soit validées ou invalidées. Et là où c'est assez extraordinaire, c'est que depuis très peu de temps, et dans notre génération, on dirait depuis un siècle, puisque Freud a développé cette notion-là, eh bien, depuis ce temps-là, on en parle. Donc, on commence de plus en plus, finalement, à aller puiser dans cet inconscient collectif, familial, pour aller comprendre pourquoi est-ce que, éventuellement, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Est-ce que cela s'expliquerait non pas que par la biologie, mais est-ce que ça s'expliquerait, pourquoi pas, avec une histoire, l'histoire d'un ancêtre qui a vécu quelque chose il y a très longtemps, et par effet d'allégeance, ça j'en parlerai, par effet de loyauté, et bien finalement, eh bien, par cette maladie, je fais allégeance à un ancêtre. C'est-à-dire que je respecte le contrat familial. Car cet inconscient familial va parler aussi, effectivement, de contrat inconscient. C'est ce que sont les allégeances, quelque part. Pour rentrer dans le clan, pour en fait respecter le plan, respecter le clan, respecter le contrat, je vais m'auto-générer inconsciemment des systèmes. Non, ça peut être des maladies, ça peut être des accidents, ça peut être des problèmes aussi psychologiques, ça peut être aussi des schémas répétitifs, hein, par exemple des relations, les relations amoureuses par exemple, qui vont répéter tout le temps le même système, voilà, sans arrêt, sans cesse, c'est-à-dire que même en changeant de partenaire, on s'aperçoit que finalement, eh bien, on retombe toujours dans le même système. Ça, il y a de fortes chances que ça parle effectivement de transmission transgénérationnelle. Et donc, en fait, finalement, tout ça nous parle qu'on ne sort pas inconsciemment. C'est toujours très important, je vais vraiment insister sur l'inconscient. On ne sort pas d'un territoire qui est celui de la règle de la loyauté familiale, qui se transmet de génération en génération. Et on reste vraiment, enfin moi aussi je constate aussi cela dans les séances, c'est qu'effectivement, plus la mémoire qui va être racine, il y a forcément à un moment donné un événement qui va déclencher en cascade après toute la transmission. Cet événement, quel qu'il soit, pour que vraiment il soit véhiculé, qu'il soit inscrit dans la conscience familiale et qu'il soit véhiculé dans la descendance, il y a vraiment cette notion d'oubli. Car de toute façon, l'inconscient est une zone de notre cerveau qui est une zone d'oubli. Une zone où, en fait, on va refouler, on va oublier, on va renier beaucoup de choses et on va les placer dans cet espace d'une façon complètement mécanique et inconsciente. Vous n'avez aucune prise sur ce que vous mettez dans votre inconscient et ce que vous mettez dans votre conscient. Ça c'est complètement... c'est non volontaire, voilà. Donc, non seulement nous avons un inconscient individuel, personnel, mais cet inconscient individuel est relié à l'inconscient familial, à notre famille. Et même, ça c'est incroyable, et ce qui corrobore le fait que, en fait, on parle d'inconscient, de transmission par l'inconscient, et non pas de transmission biologique, c'est que même des enfants adoptés vont rentrer dans le schéma inconscient familial, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer aussi, eh bien, les différentes allégeances. Voilà, familiales. Ça, c'est incroyable. Et ce qui, du coup, quand on le voit, on le constate, ça veut bien dire qu'effectivement, c'est l'inconscient qui se transmet et ça passe pas forcément par l'ADN.
il y a comme une sorte de champ informationnel qui se trouve dans l'espace de la famille, hein, dans tout l'arbre de la famille, et qui va informer tous les membres de la famille. Alors, ces mémoires, ces traumatismes, vous le constatez par vous-même dans votre histoire, ne vont pas forcément impacter à chaque génération. On va voir que des fois, il y a des personnages dans la famille qui ne vont pas forcément récupérer ces mémoires-là, et ça va sauter des générations. Voilà. On remarque aussi parce qu'il y a certaines personnes dans la famille qui vont avoir un caractère particulier, qui vont être un peu plus révolutionnaires, qui vont être un peu plus contre les règles et les normes. Et on va souvent remarquer que ces personnes-là vont beaucoup moins récupérer de choses, mais par contre vont transmettre à leurs enfants plus facilement. Et c'est souvent aussi ces personnes qui vont s'interroger un peu plus sur l'histoire de la famille, qui vont faire l'arbre de la famille, et qui vont en fait finalement être des personnes support, ressources, pour aller peut-être s'interroger, faire des enquêtes, voilà, sur, sur l'histoire de la famille, sur la légende familiale. Donc voilà. Donc vous voyez, j'avais voilà, déjà dans un premier temps pour ce soir, j'avais vraiment à cœur de faire cette différence-là, parce que tout ce qu'on travaille, tout ce que vous travaillez en mémoire transgénérationnelle à travers la psychogénéalogie ou à travers les constellations familiales, vous allez en fait investiguer, vous allez enquêter dans cet espace d'inconscient en fait familial. Vous n'allez pas aller, en tout cas dans certaines parties, vous n'allez pas aller vraiment rechercher des choses au niveau de l'ADN ou aller travailler dans la conscience des personnes. On récupère des informations qui sont dans l'inconscient des personnes et aussi de l'inconscient collectif. Ça, c'est important à comprendre. Et ça, ce sont des choses comme l'inconscient que nous ne maîtrisons absolument pas. C'est quelque chose que dont on n'a aucune prise. C'est vraiment ça. Et ce qui est inconscient, forcément, n'est pas conscient. Il faut faire bien la différence entre les deux. Qu'est-ce que le conscient? Le conscient, c'est ce dont je me souviens. C'est ce que je sais. Ce sont mes souvenirs. Voilà, ce dont j'ai conscience. Voilà. Tout ce que je sais. Ça, c'est le conscient. Tout le reste, environ 90% de mon psychisme, c'est inconscient. Donc, c'est énorme. C'est environ 10% en moyenne de conscience. Tout le reste, c'est tout l'espace de mon inconscient. C'est aussi la même chose dans la famille. Il y a 10% de conscient, 90% d'inconscient. Le conscient, c'est tout ce dont je me souviens, tout ce que je sais, c'est tous mes souvenirs. L'inconscient, c'est tout le reste, c'est-à-dire absolument, en fait, aucun souvenir. On n'en a aucune prise, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la grosse différence. Donc finalement, quand on travaille sur soi, ou quand on va aller travailler sur sa famille, sur les problématiques familiales, eh bien, quand on travaille en psychogénéalogie, quand on travaille en constellation familiale, ce qui va nous intéresser finalement, c'est ce qui n'est pas su, ce qui n'est pas dans le conscient, parce que c'est pas là où se trouve la guérison. Alors on peut bien sûr, et c'est ce qu'on fait, on investigue, on analyse grâce au conscient. Voilà, on va se souvenir d'anecdotes familiales, on va se souvenir de choses qui ont été dites, on va se souvenir de tel arrière-grand-père, arrière-grand-mère, etc. Donc ça va servir à faire les liens. Mais concrètement, ce qui nous intéresse pour vraiment libérer les charges, et donc pour libérer des blocages, bah, c'est vraiment ce qui est caché. C'est ce qui n'a pas été, ce qui a été oublié, ce qui n'a pas été dit. Hein, partout est fait généralement de tabous. Hein, le tabou est très présent dans les civilisations occidentales sur certains sujets par rapport à certains pays et selon les époques. Parce qu'on va voir que quand vous travaillez en psychogénéalogie, quand on remonte là, eh bien, selon les époques, selon les générations, on ne parlera pas de la même chose.
Donc, il y aura des générations, il y aura des guerres, hein, Première guerre et Seconde guerre mondiale. Il y a encore généralement beaucoup de charges à ce niveau. Aujourd'hui, les enfants sont encore en train d'exprimer encore aujourd'hui les mémoires liées à la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc, au niveau de l'inconscient, c'est toujours présent. C'est présent plusieurs générations plus tard. Ça ne disparaît pas quand un événement s'est arrêté. Voilà. Donc, n'hésitez pas, donc je redis, si vous avez entre-temps des questions par rapport soit une question personnelle par rapport à ce que je viens d'exprimer, hein, qui est en lien avec ce que j'ai exprimé, ou toute autre question par rapport à ça, n'hésitez surtout pas. Je jette un œil de temps en temps sur le fil des commentaires, donc je peux vous répondre en direct sans problème. Et c'est pareil pour la constellation, hein, quand vous faites des constellations. Je pense que normalement, on vous le dit au départ de la constellation, on travaille sur la zone de l'inconscient familial. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait une constellation, quand les personnes vont investir les membres de votre famille, quand ils vont jouer le rôle de quelqu'un de votre famille, c'est l'inconscient qui joue. Ce n'est pas le conscient. Donc des fois, il peut y avoir un choc en fait sur ce qu'on découvre. Parce que lui, l'inconscient, il a sa propre vie, il a ses propres représentations. Donc quelquefois, on va dire, mais non, par exemple, mon père, non, il pensait pas ça. Eh bien, si, dans son inconscient, il y avait ça. Et ça s'est traduit par des comportements, mais ce n'était pas du tout conscient. En tout cas, le vrai travail, il se pose là, dans l'inconscient. Travailler sur ce qu'on sait, c'est pas intéressant, puisqu'on le sait déjà. De vraiment aller chercher ce qui est oublié, ce qui n'a pas été dit, c'est là, vraiment, où on va décharger les plus gros blocages. Et souvent, on est venu pour cela. C'est-à-dire que les blocages, ils peuvent se situer à tout niveau, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau financier. Toutes les problématiques familiales peuvent être transmises par allégeance, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, dans tous les domaines de notre vie. Alors, je rappelle bien, donc les allégeances, les transmissions par loyauté, comme j'ai dit tout à l'heure, voyez ça comme des lois. L'inconscient d'une famille, dans cet inconscient collectif, il va y avoir des lois qui se passent vraiment inconsciemment. Par exemple, dans notre famille, on ne parle jamais d'argent. Par exemple, c'est une... Alors, je ne parle pas pour moi, mais c'est un exemple que je donne. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui se transmet depuis combien de temps, on ne sait pas, mais c'est une loi. Donc, par allégeance, donc par loyauté, vous allez remarquer que les membres de la famille vont soit y porter allégeance, donc vont développer cette croyance-là, et vont développer peut-être des déséquilibres à ce niveau-là, puisque on ne peut pas en parler, ou bien ceux qui vont oser vouloir casser ce cadre, cette loi familiale, vont souvent être ceux qui vont être rejetés par le clan, ou qui vont s'éloigner. Il va y avoir même carrément, hein, ça arrive très souvent, des cassures dans la famille. Parce qu'il y a des personnes qui ont osé défier la loyauté familiale. Voilà. Alors, bien, s'il y a des questions, déjà, oui, Marie-Jeanne, est-ce que je fais des constellations familiales? Non. J'aimerais beaucoup. J'y réfléchis. Voilà. Je ne sais pas. C'est vrai que déjà, moi, en psychogénéalogie, donc ça, je vous en parlerai juste après, en psychogénéalogie, déjà, je travaille déjà très bien et j'expliquerai en quoi ça consiste exactement. Et il arrive parfois que je fasse l'équivalent d'une constellation en individuel en séance. Voilà. On va aller voir en fonction d'une problématique, puisque la base du travail, c'est une problématique, une seule, et on va aller voir comment ça rayonne dans l'inconscient familial. Voilà. À quel niveau ça se joue, si ça se présente, hein, bien sûr,
et quel est le blocage qui se fait à ce moment-là. Donc ça, je le fais déjà en individuel. Dans cette approche-là, la constellation familiale, c'est-à-dire vraiment comme on la connaît, pourquoi pas, ça me plairait beaucoup. Mais voilà, alors, j'aime bien faire les choses plutôt à ma façon et selon aussi, bah, pour asseoir aussi toute mon expérience. Donc, j'aimerais ajouter des choses. Bon, voilà, merci de ta question. Ce serait quelque chose à creuser. Faut voir, voilà, parce que c'est quand même quelque chose de costaud, les constellations. Je sais pas, voilà. Mais je le fais pas. Là, maintenant, je le fais pas. Voilà. Alors, ah pardon, j'ai Véronique, j'ai pas vu ta question. À ton avis, à quoi nous servent ces allégeances? Eh bien, pour entrer dans la norme. En fait, alors, c'est vrai que c'est une super bonne question, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'inconscient ne se maîtrise pas et ne se contrôle pas. Donc là, rien de se poser cette question, on ne peut pas y répondre, parce que c'est quelque chose de mécanique. C'est quelque chose à laquelle on va effectivement répondre d'une façon totalement mécanique. On va pas, si tu veux, quand tu t'incarnes, tu grandis, tu vas pas te dire, ah bah ça, non, je veux pas le reproduire. Ah bah ça, oui, si, je vais bien vouloir le reproduire. En fait, ça se passe pas comme ça. C'est complètement, en fait, inconscient. Donc déjà, alors pourquoi l'inconscient a besoin de répondre à cette norme, à cette loi? En fait, il y a derrière une question de reconnaissance. La famille, le clan, depuis très longtemps, dans l'histoire de l'humanité, est très importante. C'est une histoire de survie, en fait. On voit que quand les civilisations ont commencé à s'organiser, c'est par survie. C'est-à-dire de créer sa famille et de générer, bah, du coup, un mode de vie, des règles. Ça permettait à cette famille de vivre plus longtemps, peut-être d'être mieux nourrie, etc., de mieux vivre. Parce que en psychanalyse, on étudie que l'inconscient, c'est quelque chose finalement, il y a quelque chose de très primaire dans l'inconscient. Il y a des forces extrêmement primaires, voire animales. Donc je pense comme ça, et je te le dis en direct, Véronique, hein, de ce que je ressens, de ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'en fait, on est finalement beaucoup investi d'instinct lié à la survie. Et pour moi, ça résonne à respecter le clan, respecter les règles de la famille, c'est survivre, tout simplement. Donc voilà. Alors après, effectivement qu'aujourd'hui, je suis d'accord, elles n'ont plus de sens, véritablement. Alors il n'y a pas que les allégeances négatives, il y a les allégeances positives aussi. Par exemple, un ancêtre qui a eu un statut social très élevé. Ça peut être une bonne ressource dans une famille. Donc, ça peut être quelque chose aussi qui va être transmis par la suite. Mais regardez ça aussi, ça peut être un poids. Parce qu'il va y avoir le poids de devoir, du coup, préserver ce statut, cette renommée, peu importe, voilà. Ça va être un sacré poids aussi de devoir conserver ça. Comme ça peut être un poids aussi de garder une tare familiale. Voilà. Donc, dans tous les cas, la loyauté, elle emprisonne la personne, de toute façon, parce que on va répondre à quelque chose qui n'est pas nous. Chaque personne qui va naître dans une famille, de toute façon, est une personne différente. Mais là où il va y avoir une similitude, ça va être dans cette inconscience, cette énergie familiale, où il y a tout un tas de règles, de pactes, de contrats, totalement inconscients. Et justement, je pense que dans le fond de tout ça, il y a pour moi des instincts liés à la survie, en fait. Voilà. J'espère que je te réponds, Véronique. Alors, pour la propre évolution, oui, Véronique, j'ai la suite de ta question. Ce n'est pas évolutif pour moi, effectivement, de répondre à un inconscient collectif. Ça l'était à un moment donné, peut-être dans une histoire beaucoup plus ancienne, mais aujourd'hui, effectivement, ça n'a plus de sens, car ça nous empêche de nous développer en tant qu'être individuel. Voilà, complètement. Donc, en fait, ça nous empêche même d'être quelqu'un qui est
véritablement aimant, finalement. Parce qu'il y a toujours les besoins de reconnaissance, il y a toujours des dettes par rapport à quelqu'un dans la famille, etc. Et finalement, les relations sont complètement biaisées. Donc non, effectivement, ce n'est pas du tout évolutif de conserver ces loyautés, qu'elles soient positives ou négatives. De toute façon, dans les deux sens, elles sont une charge. Voilà. Alors, question d'Edgar, est-ce que l'inconscient familial peut être impacté par l'inconscient collectif du lieu de naissance? Tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi Freud qui a développé, tout à l'heure je vous parlais que Freud a parlé d'une âme collective, inconsciente, au niveau de l'humanité. Donc, c'est-à-dire que tous les inconscients, en fait, s'interpénètrent. C'est-à-dire qu'en tant que femme, j'appartiens à un inconscient de l'humanité, donc je vais quelque part être impactée par cet inconscient. Et si je suis née effectivement dans un pays, je vais être impactée par l'inconscient collectif de ce pays, donc je vais avoir aussi des allégeances par rapport à ce pays-là. En France, on a beaucoup d'allégeances de loyauté par rapport à la royauté ou la pauvreté. Vous voyez à quel point, en fait, les questions, le tabou lié à l'argent nous parle aussi de ces mémoires biaisées par rapport au choix de détenir tout le pouvoir ou de ne rien avoir, c'est-à-dire d'être complètement dépouillé. Mais toute l'histoire, en fait, de la France. Et si, oui, effectivement, on est dans une région en particulier, on va être impacté par l'inconscient de cette région. Et en fait, là, on parle effectivement d'une toute petite fenêtre qui est la famille. Et en plus, il y a dans une famille, il y a toujours des exils. Hein. Quand on fouille un peu dans l'histoire familiale, on s'aperçoit que des fois, il y a des ancêtres qui sont partis d'un pays pour rejoindre un autre. Donc, ils ont injecté aussi dans la famille les histoires, les inconscients d'un mode de vie. Ils ont aussi injecté, alors les mémoires d'exil, tout le monde en a. Les mémoires d'exil, ça va beaucoup amener des problèmes liés à la réussite, par exemple professionnelle. Ça va apporter des problématiques de confiance en soi. Ça va apporter cette notion aussi d'être déraciné, de ne pas être chez soi. Plein de choses comme ça. Et des fois, des choses qu'on ressent, mais qu'on n'arrive pas à expliquer, eh bien, on le retrouve dans l'histoire de la famille. Et on comprend, en fait, finalement, pourquoi est-ce que des fois, il y a des choses il y a des plafonds de verre qui sont installés. Nathalie, les lois dictées par qui, par quoi? Qu'est-ce qui alimente l'inconscient? L'inconscient, c'est, je le disais tout à l'heure par rapport à la question de Véronique, il y a beaucoup de systèmes de survie. C'est que de la survie, de la défense. En fait, c'est la grosse partie en fait de notre inconscient. Donc en fait, c'est de la construction. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas quelqu'un qui édicte quelque part ces lois-là. C'est nous-mêmes qui nous construisons nos propres lois finalement. Voilà. Et qui sont édictées, qui sont créées à partir d'un système de survie, tout simplement. Il ne faut pas oublier que nous descendons du règne animal. Nous sommes encore en partie, il y a une partie de notre cerveau qui est encore reliée à notre animalité. Et en psychanalyse, on étudie ça, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des poussées instinctuelles, d'instinct tout simplement primaires, qui peuvent nous nuire, qui restent inconscients, mais qui sont nuisibles. Et en fait, on va cesser de ne pas de se battre en fait finalement contre ça et créer des défenses. Et c'est quoi les défenses? Ce sont des règles. Et finalement, c'est le fait de vivre quelque chose, des expériences d'adaptation qui vont nous faire créer ces règles. Donc, il n'y a pas vraiment de source précise. Il y a des sources et les sources sont nous-mêmes. Ce sont nos systèmes psychiques qui les créent, en fait. Oui, j'ai vu Véro dans partie. J'espère que je t'ai répondu correctement. Alors, Diane, le sentiment de survie, c'est très présent.
je l'ai déjà transmis aux enfants. Mais quel est l'antidote? C'est le contrat est inconscient. Alors, justement, il y a des outils. Toute loi familiale, et si effectivement on voit qu'un enfant, on voit qu'on constate que finalement, eh bien, il adhère à cette loi et s'il est dans cette reproduction, on va dire dans ce revécu de, c'est pas irrévocable. Cependant, si par exemple, on voit que bah, cet enfant, il a une problématique, il y a plusieurs possibilités. Alors, on peut très bien, en tant que parent, faire un travail transgénérationnel, déjà prendre conscience soi-même de ce qui a été transmis, et pas que transmis, et que j'ai moi-même, que j'active. Qu'est-ce qui est actif en ce moment? Quelle allégeance est active en ce moment, à travers moi, et que j'ai transmis aux enfants? Donc il y a des outils. Alors il faut d'abord investiguer, comprendre, libérer. En psychogénéalogie, justement, on utilise des actes symboliques de libération. Ça ne se fait pas si je n'ai pas compris. Je n'ai pas vu, reconnu ce qui s'est posé. Une fois que j'ai compris, ok, d'une façon factuelle, hein, c'est pas pardonner. On ne parle pas de pardon en psychogénéalogie. On n'a pas à pardonner. On a à comprendre ce qu'on a récupéré, pourquoi on a récupéré, et si on est ok, on se libère par acte symbolique. On ne pardonne pas. La seule personne à qui on a à pardonner, c'est nous-mêmes. Car si on doit vraiment effectivement parler d'une source, un principe qui va créer tout ça, c'est nous-mêmes. C'est juste les interactions entre les personnes, dans la relation, qui va générer des frictions, des traumatismes, plein de choses que l'on connaît. Eh bien, ces réactions vont générer des défenses et vont générer ces cadres, ces lois, ces injonctions familiales qui est, à un moment donné, effectivement, il va y avoir une barrière. Donc, quand on est parent et qu'on voit que les enfants ont reproduit certaines choses, on peut faire le travail qui est de le faire pour soi. Mais si déjà soi, on a compris, résilié, on peut remarquer, et j'ai remarqué, que les libérations peuvent descendre vers les enfants, les petits-enfants, quand il y a des petits-enfants, et remonter aussi. C'est-à-dire que il arrive parfois même, quand on a libéré soi-même ses propres récupérations, ses propres allégeances, eh bien, j'ai déjà vu aussi des ascendants, donc des aïeuls, donc des parents, les grands-parents, qui ont eu des modifications dans leur comportement, sans rien faire. C'est-à-dire qu'en nettoyant soi-même ses propres reproductions, on peut aller toucher des lignes et on peut modifier indirectement certaines choses. Même en restant, et de toute façon, c'est la priorité en transgénérationnel, on ne travaille jamais sur une personne autre que soi-même, on travaille sur soi. Mais soi, c'est la porte d'entrée, déjà, vers les descendants. Le mieux aussi, c'est, bien sûr, les enfants, ça dépend quel âge ils ont. S'ils sont adultes, assez grands, eh bien, on peut les inviter à faire ce travail. Et ils feront le travail pour eux-mêmes. Et ils le feront pour eux-mêmes et leurs enfants et leurs futurs enfants. Voilà. Mais ça descend, ça remonte. C'est-à-dire que en faisant le travail pour soi, j'ai vraiment constaté qu'il y avait des améliorations dans les deux sens. Donc, aussi bien en termes de maladies, s'il y a des maladies, en termes de reproduction de schémas, etc. Alors oui, Véro, la peur est sous-jacente à cette mémoire de survie et aujourd'hui, les peurs liées à cette survie sont complètement obsolètes, tout à fait. De toute façon, certains systèmes de survie qui sont encore là ne sont plus adaptés à notre vie réelle aujourd'hui. C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. Donc, il y a vraiment ce travail à faire, déjà de responsabilité, parce qu'en fait, la psychogénéalogie responsabilise.
Elle ne va pas jeter la faute sur un ancêtre. Vous voyez, vous avez bien compris la différence. C'est se responsabiliser soi par rapport à ce qu'on a accepté de reproduire. Pourquoi j'accepte de reproduire cela? Eh bien, j'apprends quelque chose de cette expérience aussi. Regardez avec le recul, eh bien, beaucoup de vos épreuves de vie vous ont fait grandir. Voilà. Sauf que si à partir d'un moment, ces épreuves se représentent sans cesse sur différents domaines, etc., à un moment donné, il faut s'interroger sur est-ce que c'est pas obsolète ça? Est-ce que je ne suis pas prête ou prêt finalement à résilier cette allégeance? Si j'ai compris la leçon, je peux être prêt aussi à lâcher ça. Parce qu'effectivement, comme le dit Véronique, il y a de la peur. Et quand il y a de la peur, on cherche une sécurité. La sécurité, très souvent, c'est l'allégeance. C'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose de confortable. C'est dans l'inconscient collectif familial, ça s'est transmis depuis des générations, c'est facile de le suivre. Donc voilà, j'espère que je réponds à vos questions, vous me dites s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Un exemple d'acte, oui, un exemple d'acte symbolique. Eh ben, il y en a un que vous connaissez, je pense, à peu près tous, c'est les bonhommes allumettes. C'est un acte symbolique. Voilà. Regardez sur YouTube, c'est Jacques Martel qui a remis au jour cette technique qui est une technique de psychothérapie, hein, qui consiste à couper les liens inconscients, justement. C'est ça qui est très fort dans cette technique, c'est qu'on va aller se libérer des liens inconscients, mais d'une personne à une autre. Voilà. Ça, c'est un exemple de travail symbolique qui est très puissant, puisque je l'utilise quasiment tout le temps en patientèle, et c'est extraordinaire ce que ça permet de libérer. Je pense que, voilà, je pense que vous connaissez. Je peux en donner un autre si vous voulez. Euh, Par rapport, par exemple, à une personne qui est décédée, ce qui arrive souvent, et c'est souvent ce qui est instauré dans les familles, hein, c'est le non-dit, le silence, la distance, etc. C'est très, très, très présent ça dans les histoires. Et quand une personne décède, on n'a pas eu le temps de dire les choses ou d'avoir des explications par rapport à certaines choses, ou voilà, de s'expliquer tout simplement, ou peut-être de dire une dernière chose. Voilà. Et souvent, ça reste en suspens. Ça reste en suspens et les deuils ne se font pas suite à cela. J'ai beaucoup d'exemples de vécu vraiment dans les thérapies. Et vous pouvez, l'acte symbolique de la lettre est très puissant aussi. Voilà, de simplement écrire à la personne comme si elle était là. Alors, on peut le faire aussi avec les vivants, hein, ça. Hein. Mais je trouve que de poser l'espace et de vraiment parler en face à face est plus fort que d'écrire une lettre. Ça peut être une étape, mais si on peut voir la personne en vrai, je trouve que c'est quand même le plus puissant. Là, je parle vraiment dans le cas où une personne est partie, même un ancêtre qu'on n'a pas connu, mais on s'aperçoit que il y a eu quelque chose, il y a eu une hérédité, il y a eu une transmission. On peut lui écrire une lettre. On écrit une lettre comme si la personne était là, présente, donc on confie, on se confie, mais en fait, généralement, la lettre s'écrit toute seule. Voilà. Ça vraiment, les mots, ça va venir naturellement. Et ce qui est préconisé, une fois que la lettre est écrite, on met une bougie, voilà, vous préparez un petit espace, un hôtel, vous mettez une bougie à côté de la lettre, en l'honneur, pour honorer cet ancêtre. Vous pouvez mettre une neuvaine, par exemple, qui va durer 9 jours. Vous pouvez mettre une petite bougie chauffe-plat aussi. Et quand la bougie s'est éteinte, la lettre, soit vous la brûlez, soit vous la gardez un temps, c'est comme vous voulez. Ça va permettre de finaliser le deuil et de rompre en fait le non-dit, rompre ce qui n'a pas été, la communication qui ne s'est pas faite. Voilà. C'est aussi un autre exemple d'acte symbolique. Voilà. Il y en a d'autres, ce sont des choses très simples. Ce n'est pas des actes de magie,
ce sont des actes qui vont informer l'inconscient. Les bonhommes allumettes, ça met à jour l'inconscient. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça fonctionne, mais en fait, c'est juste de l'observation. Car votre inconscient ne fonctionne qu'à l'observation. Il observe tout ce qui se passe. Voilà. Et le fait de voir, c'est pour ça que le travail en psychogénéalogie est puissant, c'est que vous allez en fait tracer, vous allez représenter votre inconscient collectif sur une feuille. Donc c'est concret, c'est visible. Et l'inconscient, lui, enregistre ce qui est visible. Et tous les actes que vous posez, il va les prendre en compte. Voilà, c'est très simple. Donc tous les actes symboliques sont très simples. Voilà. Oui, les bonhommes allumettes, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu des métamorphoses immédiates avec cet outil-là. Il faut bien comprendre, par contre, comment ça marche, qu'est-ce que ça... comment ça agit sur quoi exactement. Mais c'est magique parce que ça va directement informer l'inconscient. Parce que l'inconscient détenait une information fausse, obsolète. Mais lui, il ne le sait pas. Il n'a aucune capacité de se remettre en question, l'inconscient. Il est tout simplement, hein, c'est que de l'instant présent. L'inconscient, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, ça n'existe pas. C'est que de l'instantané. Donc imaginez tout ce qui se mélange dans l'inconscient. Tout est mélangé dans un même espace-temps. Ce qui s'est passé pour un ancêtre il y a 250 ans, autant que ce que vous avez fait hier. Voilà. Donc c'est un mélange de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce qui va traduire complètement ce qui habite votre inconscient, c'est vos rêves et vos cauchemars. L'espace où votre inconscient va s'exprimer, ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des principaux, et c'est le rêve. Vous voyez comment des fois le rêve, il peut être complètement absurde. Eh bien, c'est votre inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il n'y a ni queue ni tête. Tout est mélangé. Votre rêve, il va vous parler de plein de choses en même temps dans un instantané. Voilà, c'est l'image même de ce que peut contenir un inconscient. Il n'y a pas de fil conducteur. Parfois, il y en a dans des rêves, mais ces rêves vont parler d'autre chose. Ceux qui n'ont pas de fil conducteur, c'est votre inconscient qui vous parle. Il y a plusieurs messages à l'intérieur. Et c'est des résurgences, des choses qui sont en train de remonter, mais qui ne sont pas prêts encore à être vues. Donc, il y a cet espace tampon entre les deux, entre le conscient et l'inconscient, qui autorise la résurgence de mémoire, de traumatisme, de peur, de mécanismes de défense, etc. Donc, ouais. Merci Diane, super, si c'est clair, tant mieux, c'est le but. Et alors je pense que le travail en constellation, vous le connaissez peut-être un peu tous, hein, c'est vraiment la constellation, c'est de jouer on joue des rôles, hein, donc en fait le but étant de remettre en situation la famille et de laisser jouer les personnes qui vont être investies de cet inconscient. Donc il va y avoir des scènes, il va y avoir des choses qui vont se passer, parce que l'inconscient, lui, il va prendre vie à travers les personnages, et des choses vont se dire. Et même celles qui ne se sont jamais dites. Parce que l'inconscient sait tout. Dans l'inconscient, il y a absolument tout. Il faut savoir aussi qu'en psychogénéalogie, on prend en compte que quand vous venez pour faire votre psychogénéalogie, vous savez déjà tout. Votre inconscient personnel contient tout l'inconscient familial. Vous avez toutes les réponses. Et là où on va, l'art de la psychogénéalogie, c'est de décoder, comme un rêve, c'est de décoder ce que nous dit votre inconscient collectif. Donc, à travers l'outil du génosociogramme. Voilà. Le génosociogramme va vous permettre de placer votre famille. Hein. Il y a vraiment une façon de faire particulière, de façon à ce que l'inconscient parle. Même des choses, vous allez voir, hein, des choses que vous n'avez absolument pas conscience, ça va transparaître. De toute façon, l'inconscient, il va toujours transparaître derrière les lignes.
derrière la façon dont vous allez organiser votre famille, la façon dont vous allez même écrire, quand vous allez placer les choses. Les prénoms aussi vont parler. Les prénoms, c'est extraordinaire ce que ça dit. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à la signification des prénoms, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que votre prénom vous raconte votre histoire familiale. Il y a absolument toute votre histoire dans votre prénom. Et dans les prénoms aussi, puisque vous avez peut-être plusieurs. Votre histoire aussi, le métier que vous faites, va parler de votre histoire. Vous allez voir qu'en fait, si vous faites ce travail, en tout cas, vous allez constater, vous avez déjà fait, vous allez constater que tout est là et que vous rejouez une bonne partie, en tout cas, peut vous faire peur, hein, mais une bonne partie de l'histoire familiale sans le savoir, sans vous en rendre compte. Et c'est tout le travail que l'on fait en psychogénéalogie. Donc, c'est un travail d'enquête. Il va y avoir une enquête généalogique, bien sûr, puisque des fois, passé le stade des grands-parents, on commence un peu à bloquer, on ne connaît pas les arrière-grands-parents, vous allez devoir demander à quelqu'un de la famille ou aller mener votre enquête. Et puis, souvent, à ces moments-là, on a des révélations, des choses qui sont dites, il y a des langues qui se délient sur certaines choses. Donc, il y a plein d'infos qui arrivent, donc on va les poser et on va reconstituer, en fait, déjà le schéma familial. Et derrière tout ce qui va être posé, il y a quelque chose qui va ressortir. Il y a souvent un axe, deux axes, c'est-à-dire des gros sujets qui vont ressortir. Alors, ce que je retrouve le plus souvent, ce sont les décès d'enfants, les grossesses qui n'ont jamais abouti, les histoires d'adultère. Ça, c'est très, très courant. Les violences aussi sur enfants qui se sont aussi reproduites. Beaucoup aussi, selon les régions, il y a beaucoup au fait des histoires vraiment de régionalité, de l'alcoolisme aussi, qui va parler d'une ancienne histoire qu'on veut oublier, par exemple. Voilà. Il y a aussi beaucoup de transmissions liées au tabou de l'argent ou de spoliation d'argent, spoliation de biens. Ce qui fait que dans les générations les plus jeunes, il y a des difficultés de réussite financière. Dans les mémoires d'exil, par exemple, où on a dû quitter une situation quelque part dans un pays pour aller dans un autre, il peut y avoir des problématiques pour récupérer un statut social, pour pouvoir ascensionner dans sa carrière. Il peut y avoir un plafond de verre lié à ça. Voilà. Ce sont des grands sujets que je retrouve très souvent. Voilà. Il y en a plein, hein, bien sûr. Hein, mais généralement, quand même, on retrouve très souvent des grands axes similaires parce que on est quelque part dans un même inconscient collectif qui est le pays de la France, le sud de la France. Donc, on va retrouver beaucoup d'exils, des aïeuls qui viennent d'Italie. Il y a tous les métiers liés à la vigne ont fait venir beaucoup de personnes aussi, de Pologne aussi beaucoup. On retrouve aussi, voilà, généralement les mêmes déplacements de population. Et souvent les mêmes histoires, donc on retrouve des récurrences quand même. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions? Je ne vais pas tarder à finir là. Sur la psychogénéalogie, peut-être. N'hésitez pas. Voilà. J'espère en tout cas que les explications que je vous ai données sont claires, que ça vous permet aussi de réfléchir aussi sur certaines choses. Et je sais qu'ici, là, parmi les personnes qui regardent, il y a beaucoup déjà de thérapeutes, donc il y a sûrement déjà des choses que vous avez constatées aussi, de faire des liens avec des choses que vous connaissez aussi. Donc voilà. Alors,
Donc, je consulte en psychogénéalogie, hein, ça fait déjà un certain temps. J'ai été enseignée par une psychanalyste, hein, puisque la psychogénéalogie est une branche de la psychanalyse. Et du coup, depuis, j'étudie la psychanalyse parce que j'ai trouvé ça extraordinaire de pouvoir aussi comprendre comment fonctionne l'inconscient et comment, en fait, finalement, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup impacté par cet inconscient. Et je propose aussi, vous regarderez sur mon profil professionnel et je mettrai le lien aussi dans les commentaires. Je vais proposer la première formation en psychogénéalogie pour les thérapeutes qui veulent avoir cet outil dans leur proposition. Je vais bientôt démarrer une formation en psychogénéalogie qui va se faire en ligne. Donc, il n'y aura pas besoin de vous déplacer puisqu'il n'y a pas besoin de se déplacer. Et dans ce cursus-là, non seulement on va faire ensemble votre propre psychogénéalogie, donc vous allez construire votre génosociogramme. Donc, il y aura en même temps le travail qui va se faire sur vous. Et en même temps, je vais vous apprendre la technique de la psychogénéalogie. Donc après, à l'aboutissement de cette formation, il y a 10 sessions de 2 heures. Donc ça fait quand même, c'est un gros morceau. Quand même, c'est une grosse formation. Vous allez pouvoir vous-même l'utiliser, le proposer à votre patientèle pour compléter éventuellement ce que vous faites déjà. Parce que vraiment, ça permet de lever beaucoup, beaucoup de choses et surtout d'apporter des compréhensions sur des sujets pour lesquels on ne trouve pas vraiment de réponse. Voilà. Alors, c'est vraiment un gros travail. Déjà, le faire pour soi permet déjà de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et après, voilà, de le proposer, ça donne un angle de vue quand même très intéressant. Et puis après aussi, on apprend à faire les actes symboliques. Donc, parce que là, ce travail-là, on ne fait pas que investiguer, on ne fait pas que d'aller rechercher ce qui se trouve dans l'inconscient familial. On va aussi, une fois que c'est détecté, on va en fait le libérer. Donc, il y a vraiment la proposition pour la personne qui vient, pour le consultant, on va lui proposer la solution de libération qui va se faire uniquement au niveau de l'inconscient. On ne libère rien dans le physique. On libère tout uniquement par la porte de l'inconscient. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus puissant, en fait. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà. Merci Marie-Josée. Donc voilà. De toute façon, si vous avez des questions après ce live, puisqu'il va être en replay, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Donc voilà. Sinon, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci d'avoir été présents. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de vos inconscients familiaux. Libérez-vous aussi des allégeances dans tous les sens, puisque, vous voyez, positif ou négatif, de toute façon, ce sont des contraintes qui ont leur rôle jusqu'à un moment donné. Voilà. Il y a une utilité, bien sûr, jusqu'à un moment donné où c'est le moment de s'en libérer pour avancer, parce que parfois, eh bien, des impasses ou des barrières ne sont en fait ne viennent que de cet inconscient collectif familial. Voilà. Passez une belle soirée, à tout bientôt. Ciao, ciao, à bientôt. Bonne soirée.